Juste avant de commencer, vous avez vu peut-être dans votre Net Campus, j'ai fait une petite vidéo pour faire la correction du quiz que nous avions fait. Je vous ai mis aussi les résultats pour les 20 premiers. De temps en temps, c'est un petit peu motivant de savoir qu'on a bien répondu. Et je vous ai fait une vidéo sur les points les plus délicats. Enfin, j'ai repris toutes les questions et apporté les réponses et bien sûr justifié les réponses. Vous pourrez regarder tout ça. Allez, on va pouvoir commencer. Tout le monde est arrivé. Zap. Hop. Ouais, je vous partage mon écran, ça vous permet de voir les cas que l'on va traiter. Alors, nous avions traité les deux cas qui étaient avant celui-ci. Voilà, nous avions traité donc les deux cas qui étaient avant celui-là. Et puis, nous allons donc passer à ce cas. Alors, ce qui serait peut-être bien, c'est que vous participiez un petit peu en me donnant des éléments de réponse quant à ce cas. Je vais juste le résumer, hein, pas forcément le lire à chaque fois en entrée, en entier. Dans tous les cas, vous l'avez sous les yeux. Ici, un monsieur entend recruter un nouvel employé, d'accord? On est certainement dans une société du bâtiment, la réparation de chauffage. Il entend embaucher, il a fait donc des entretiens et son choix s'est porté sur Xavier. Et si on prend les termes exacts, euh, Monsieur Michel, donc, qui est le dirigeant de la société, s'est engagé à conclure prochainement un contrat de travail avec Xavier, une fois l'achat de la camionnette réalisé. D'accord. Donc, il y a une petite condition qui retarde la conclusion du contrat, qui ici est un contrat de travail. Mais voilà principalement ce qu'il faut retenir de ce cas, c'est que Monsieur Michel s'est engagé à conclure un contrat de travail avec Xavier. Par contre, Monsieur Michel a acheté sa nouvelle camionnette, mais Xavier n'a toujours pas été recontacté. Alors, la première question qui vous est posée, c'était quant à la nature de l'engagement. Donc, on appelle ça une qualification juridique, qualifier les faits. On vous demande donc de qualifier la nature de l'engagement de Michel vis-à-vis de Xavier. Alors, si vous avez des éléments de réponse, vous pouvez participer. Je vais regarder tout ça dans le chat. Si vous avez des éléments de réponse quant à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la nature de l'engagement que M. Michel a pris? C'est une promesse d'embauche. D'autres choses, à part Lucie? C'est une promesse de contrat en phase précontractuelle avec une condition suspensive. Promesse unilatérale de contrat. Alors j'aime bien la réponse. Alors les trois réponses sont correctes là, hein, Lucie, Claire et Majdoline. Les trois réponses sont correctes. Alors moi je préfère celle de Majdoline. Pourquoi? Parce qu'on qualifie exactement la situation, c'est-à-dire qu'on a une promesse unilatérale de contrat. D'accord. Euh, la petite chose qui manquait euh, pour Claire et Lucie, c'est le fait que ce soit une promesse unilatérale. Seul Michel s'est engagé. D'accord. Alors effectivement, il y a une condition suspensive. Quand il y a une condition à l'embauche, c'est qu'il obtienne donc le prêt pour acheter sa camionnette, chose qui a été faite. Donc effectivement, ici, on est dans le cadre d'une promesse unilatérale de contrat, ce qui sous-entend que seul Michel est engagé. D'accord. Alors maintenant, concernant le recours que peut exercer Xavier contre Michel, qu'en est-il? Donc quel est le régime juridique d'une promesse unilatérale de contrat en cas de défaillance du promettant? Allez-y, mettez-moi juste un mot, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous auriez répondu à cette question.
que peut faire Xavier? Quel recours peut-il exercer? A priori, pas de réponse. Si Xavier peut exercer un recours contre Michel, s'il se sent lésé, et s'il prouve cet engagement et les preuves de l'achat de cette union, il pourrait faire appel à sa responsabilité civile délictuelle. Alors, il y a pas mal de choses dans ce que vous m'avez dit, Claire. Personne d'autre? Alors, s'ils se sont lésés, bah oui, ils se sont un petit peu lésés là, hein. C'est clairement ce qu'on vous demande. Xavier, à qui on a promis une embauche, pour l'instant, ne voit rien venir. Alors, je vous ai dit, sur ces problèmes contractuels, à part vraiment sur la problématique du pacte de préférence, la preuve, non pas qu'on s'en fiche, mais aujourd'hui, on ne vous demande pas d'analyser les demandes d'indemnité d'immobilisation. Il faudra m'expliquer seulement. Vos propos. Donc, je vous disais, pour revenir sur cette problématique, au niveau de la preuve, on ne vous demande pas de réfléchir sur ça. On ne vous demande pas d'argumenter sur ça, parce que le régime de la preuve, ce n'est pas votre programme. Alors, même si on sait effectivement que, bien sûr, celui qui agit en justice doit pouvoir prouver les faits. Hein. Je vous rappelle juste, entre guillemets, que c'est celui qui agit, qui doit prouver que. Il y a quelques rares cas où c'est à l'autre, c'est à celui qui est donc attaqué. Euh, alors, revenons sur ce qu'on m'a dit. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, qui avait demandé d'engager la responsabilité délictuelle. D'accord. Ensuite, Salma me dit, voilà, on peut faire une demande d'indemnité d'immobilisation. Perso, alors ça c'est Majdoline, pardon. Je me suis un peu interrogé sur la qualification précise, promesse d'embauche à valeur contractuelle ou promesse simple, offre. Alors, une promesse est bien différente d'une offre, hein, d'accord? En fonction de la qualification, soit recours pour obtenir de pour Xavier, soit aucun recours possible. Je pensais aussi contractuel, embauche est un contrat, non Isabelle. Alors, il y a quelques éléments qui sont intéressants. Je vais d'abord relever les éléments qui sont des erreurs. D'accord? Quand Majdoline, vous m'indiquez que ou promesse simple, entre guillemets, entre parenthèses, offre, non, pas possible. Pas possible de mélanger offre et promesse. D'accord? Juridiquement parlant, hein, on est bien d'accord. La promesse, on a vu deux types de promesses, soit une promesse unilatérale qui engage une partie en attente de l'accord de l'autre partie, soit une promesse synélagmatique où les deux parties se sont engagées, là, en entente de la rédaction du contrat. On le retrouve notamment en matière immobilière via en attente de l'acte notarié. Ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce que la promesse d'embauche est un contrat? Ben non, elle n'est pas encore un contrat. Puisque pour qu'il y ait un contrat qui soit acté, il faut qu'il y ait l'engagement des deux. Donc la promesse d'embauche n'est pas encore un contrat, c'est un contrat en attente. C'est pour ça qu'on le met dans la phase pré-contractuelle. C'est un avant-contrat, comme on en dit. Alors, maintenant, voyons le régime. D'accord. Personne ne m'a évoqué, je mettais juste une hypothèse pour traiter, mais il y a un plus large, remonter des éléments, il y a un écrit, notamment la politique de preuve, d'accord. Encore une fois, hein, je vous dis, ne vous attardez pas sur la preuve, pas de souci, n'envisagez pas cette problématique-là, puisque c'est pas le but, c'est pas le but ici. Le but ici, c'est de vous faire raisonner sur la promesse, d'accord, et éventuellement sur quelqu'un qui viendrait se rétracter sur une promesse. Imaginons que Michel ne désire plus maintenant embaucher Xavier.
Okay. Or, il lui a fait une promesse. Donc, on a qualifié juridiquement d'une promesse unilatérale de contrat. L'important, et vraiment ce qu'il faut retenir quand il y a promesse, à la différence de l'offre, quand il y a une promesse unilatérale, elle engage obligatoirement le promettant, vis-à-vis, bien sûr, du bénéficiaire de cette promesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 mois après, là, Xavier, celui qui bénéficiait de cette promesse, peut très bien, en acceptant l'embauche, peut très bien forcer le contrat. Forcer le contrat, c'est-à-dire qu'il va éventuellement, hein, si Michel dit non, non, je ne veux plus vous embaucher, il ira devant le juge et il demandera à ce que le juge acte le contrat et forcera Michel à conclure le contrat. Donc, ce qui veut dire que quand on fait une promesse de contrat, le promettant, il est engagé. Il ne peut plus se rétracter. Il ne manque plus que l'acceptation de Xavier. Une fois que Xavier aura accepté, le contrat est formé. De par sa force obligatoire, il devra être absolument conclu et exécuté. À la différence de l'offre, qui n'est pas du tout un contrat, qui n'est pas du tout une promesse. L'offre à personne déterminée, donc l'offre ici qui aurait été faite à Xavier, mais ici on a qualifié la situation de promesse et non pas d'offre. L'offre, elle, même si elle était acceptée par celui, ne vous embêtez pas avec la preuve. Je vais barrer toutes vos questions avec la preuve. Ne vous embêtez pas avec la preuve, c'est pas ce qu'on vous demande. D'accord ? Alors, vous pourriez, si vraiment ça vous voulait, mettre à condition qu'il puisse le prouver. On pourrait imaginer qu'il y a un mail, que M. Michel lui ait adressé un mail avec les propos, voilà, je vous propose de vous embaucher, Je répète et je souligne, ne vous embêtez pas avec la preuve en matière contractuelle, ce n'est pas ça l'objet du sujet. L'objet du sujet ici, c'était de vous faire qualifier et ensuite d'enchaîner sur le régime en cas de rétractation. Donc je reprends sur la problématique de l'offre, qui n'est pas notre cas, mais c'est simplement pour répondre aux propositions qui avaient été faites. L'offre qui aurait été acceptée, mais je vous rappelle, le policitant, c'est celui qui fait l'offre, mais pour lequel le policitant aimerait se rétracter, là, il n'y a pas de possibilité d'obliger le contrat. Il n'y a pas de possibilité de forcer le contrat. Par contre, effectivement, il y aurait une possibilité de demande de dommages et intérêts à condition de prouver un préjudice. Et ici, je vous avouerai clairement que globalement, en matière d'offres qui auraient été rétractées, le préjudice, il ne va pas aller chercher très loin. Mais c'est notre cas ici, c'était une promesse unilatérale. Et les recours qui sont à la disposition de Xavier, c'est la possibilité d'accepter d'abord la promesse, puisqu'il faut d'abord l'accepter, et ensuite de forcer le contrat. Parce qu'une promesse engage le promettant vis-à-vis du bénéficiaire. Voilà pour ce cas. Alors, voyons le cas suivant. Est-ce que c'est clair pour ça? Offre, s'il y a une rétractation, on ne peut obtenir que via la responsabilité délictuelle, on ne peut obtenir que des dommages et intérêts, alors que s'il y a promesse, s'il y a rétractation, on peut obtenir le contrat quand même. Alors, pour le cas suivant, je vous fais encore une fois là un bref résumé, si vous voulez lire le contrat. Un contrat de location a été conclu entre deux sociétés, la société de M. Rubier, donc la Rubier SA, la société anonyme Rubier, et la société Alary Imo. La société Alary Imo a vanté les avantages d'un local et notamment a dit qu'il y avait d'autres entreprises qui s'étaient installées dans les mêmes locaux, on suppose dans des bureaux voisins, que l'entreprise qui compte s'installer dans ces nouveaux bureaux. À l'arrivée dans ces nouveaux bureaux, la société preneuse du bail constate qu'elle est la seule à occuper les locaux. Donc, on vous demande, est-ce que le contrat de bail qui a été signé entre la SA Rubier et la société immobilière est valable? Justifiez votre réponse. Dès qu'on vous dit valable, ça doit faire tilt dans votre tête. Ça doit faire tilt automatiquement.
On parle de validité du contrat. On parle des causes qui pourraient entraîner la nullité d'un contrat. Là, il faut que ça fasse tilt tout de suite. On part sur la règle des 3C tout de suite. Il n'y a pas, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à chercher ailleurs. Dès que vous voyez le mot contrat valable, vous marquez, boum, tout de suite, règle des 3C. Alors, Rosie nous propose de partir sur le DOL. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi on pourrait partir sur le DOL? Quels sont les éléments du DOL? Il faut un mensonge, d'accord, ou il faut un mensonge ou une manœuvre, ou bien une réticence dolosive, c'est-à-dire cacher un des éléments importants. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Il faut que le mensonge porte sur un élément important. Il faut que le mensonge ou la réticence dolosive, on dit, porte sur une des qualités essentielles. Donc une qualité essentielle, c'est un élément important. Ici, est-ce que le fait d'avoir des voisins, c'est si important que ça? Ben, moi, je me pose la question. D'accord. Il ne faudra pas oublier de... Vous pouvez très bien dire non, c'est super important parce que ça permet d'avoir des échanges. Vous pouvez dire que c'est super important. En mon sens, non, ce n'est pas très important. Quand vous prenez une maison, si vous louez une maison, dans un appartement, et que votre loueur, le propriétaire, vous dit bah, il y a d'autres locataires. Bon, bah, très bien, il y a d'autres locataires. Et vous arrivez sur place, il n'y a pas d'autres locataires. Il n'y a pas de locataires, il n'y a que vous. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est important? Je pense pas. Et ici, dans les cas dans le cas qui nous intéresse ici, je pense. Alors, on aurait pu le mode de résolution ici, d'accord? Comment on aurait résolu le cas? Syllogisme juridique, trois parties. D'abord le droit. On aurait évoqué les trois conditions de validité du contrat, consentement, euh, contenu licite et certain et capacité à contracter. On aurait pu dire tout de suite que dans les vices du consentement, il existe le dol, que le dol est caractérisé par un mensonge intentionnel sur un élément important du contrat. Voilà comment vous pouvez qualifier le dol. Donc, retenez les conditions du dol. Le dol, c'est quoi? Donc, on le sait, c'est un mensonge. Il faut que ça soit intentionnel et il faut que ça porte sur un élément important. Donc, ici, il nous manque une des conditions du dol. Donc, on aurait donné toutes les conditions, d'accord? On aurait dit, bon voilà, hop, je recommence la validité du contrat. Le contrat est valable si trois conditions cumulatives sont réunies. Un consentement non vicié, donc on dit aussi un consentement libre et éclairé. Euh, Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? S'il y a une porte de l'ECA, oui, donc ça serait un élément essentiel. Mais je ne suis pas très sûr. Je suis pas très sûr. Mais si vous arrivez à le justifier, bon, on vous mettra une grosse partie des points. Parce que vous montrez que vous connaissez bien votre cours, que vous arrivez à le justifier. Bon, le correcteur ne partagera peut-être pas votre avis. Mais moi, si vous me dites, bah voilà, le contrat il est valable si le dol est un des vices du consentement. Le dol est caractérisé par un mensonge, une manœuvre ou une réticence intentionnelle portant sur un élément essentiel du contrat. Donc, vous avez donné votre droit. Ici, en l'espèce, monsieur la société Alary, en disant que les autres locaux étaient aussi loués, a clairement menti. Donc, un des éléments est caractérisé, c'est-à-dire le mensonge. Est-ce qu'il est intentionnel? On peut en déduire que oui, assez facilement. Parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un que les locaux sont loués alors qu'ils ne sont pas loués sans le faire exprès. C'est que vous le faites exprès, donc c'est qu'il y a une intentionnalité. Ensuite, par contre, est-ce un élément essentiel du contrat? Et là, vous pouvez discuter. On peut considérer que c'est un élément essentiel du contrat, puisque ça pourra faire perdre du chiffre d'affaires à la société. D'accord. Si vous me le justifiez comme ça, je vous mets, moi, si je suis correcteur, 95% des points. Parce que vous m'avez bien donné toutes les données, et dans la justification, vous le justifiez avec quelque chose que moi, je ne partagerai pas. Mais bon, pourquoi pas? Malgré tout, je pense que
la correction idéale aurait été de dire, voilà, hop, on partait sur les éléments de la majeure, donc du droit que je vous ai donné précédemment, on justifiait le mensonge intentionnel, mais par contre, on ne pouvait pas justifier l'élément essentiel du contrat, dans le sens où le fait d'avoir des voisins ou pas de voisins apporte peu. L'élément essentiel du contrat, c'est quand même d'avoir des locaux louables et loués. Voilà pour cet élément. Et en conclusion, on ne peut pas caractériser le dol. Par conséquent, le contrat est valable. On ne peut pas obtenir l'annullité, donc le contrat est valable. Si vraiment c'est un cas à traiter dans une partie où il n'y a que lui et que c'est sur 10 points, il faut me parler alors de la capacité des parties. Ici, les parties clairement sont tout à fait capables et il me faut parler du contenu réel, du contenu illicite et certain. Or, si c'est un cas à résoudre dans une petite partie qui fait 3 points, vous ne parlez que du dol. Y a-t-il des questions ou est-ce que c'est clair pour vous? Bien, si c'est clair, nous allons pouvoir passer au cas suivant. Voilà. Alors, une société a conclu un contrat d'approvisionnement, d'accord, envers une autre société. Ce contrat a une durée de 10 ans, donc une durée relativement importante. Bon, on ne connaît pas la date de conclusion du contrat, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Alors, je pense, à mon avis, au vu de la rédaction de la clause, que peut-être il a été conclu avant 2016, à mon avis. Enfin, bon, vous allez voir pourquoi. Donc, depuis 2 ans, le contrat n'est, voilà, pour la société qui doit fournir les montures de lunettes, je suppose que c'est les montures de lunettes, oui, c'est ça, doit fournir les lunettes, elle ne rentre plus dans ses frais. C'est-à-dire que, clairement, le prix de vente des lunettes ne couvre pas, elle, ses frais. Donc, on a un contrat qui est en train de se déséquilibrer et on nous dit que la société, le fournisseur, aimerait bien renégocier le contrat. Et on nous présente une clause. Cette clause, on va bien l'étudier, on va la regarder ensemble et fixer les éléments de la clause. Alors la clause, clairement, pour ça je me dis, c'est un peu bizarre cette clause, c'est le nouvel article 1195 du Code civil qui a été repris depuis 2016. Donc mettre un article du Code civil comme une clause, ça me paraît un peu bizarre, parce que dans tous les cas, il s'applique. Même s'il n'était pas dans le contrat, il s'appliquerait. Donc peut-être que le contrat a été rédigé avant 2016. Par conséquent, les nouveaux textes qui sont issus de l'ordonnance de 2016 ne sont pas applicables. Et les parties avaient envisagé éventuellement, voilà, la problématique des changements de circonstances imprévisibles. Donc la clause nous dit quoi? Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Donc on nous donne la condition. Cette première phrase nous donne la condition. Cette première phrase ici, celle que je vais, voilà, mettre ici, ça c'est la condition. En jaune, c'est la condition. D'accord? Donc ensuite, on a les possibilités si la condition est valable. Les possibilités, elles sont les suivantes. Elle peut donc redemander à renégocier le contrat à son co-contractant, mais elle doit continuer à exécuter ses obligations, c'est-à-dire qu'elle doit continuer à livrer son client. Et ensuite, on nous donne toutes les possibilités si jamais les renégociations n'aboutissent pas. Les possibilités si jamais les négociations n'aboutissent pas, c'est une résolution ou c'est un passage devant le juge pour que lui-même fixe et adapte le contrat. Alors ça, c'est possible à la demande des deux parties ou c'est possible simplement à la demande d'une des parties. La saisie du juge. Alors, est-ce que les conditions sont réunies?
Est-ce qu'un changement imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties qui n'avait pas assumé, qui n'avait pas accepté le risque? Ici, il y a une augmentation du prix des matériaux. Voilà. La raréfaction de la matière première engendre une envolée des prix qui ne permet plus à l'entreprise Opticus de rentrer dans ses frais. Donc, effectivement, il y a un changement des circonstances. D'accord. Alors, c'est le cas typique qui a amené justement le législateur à mettre cette clause telle qu'elle. Hein. Si vous avez la curiosité d'aller regarder l'article 1195 du Code civil, c'est exactement la reprise de la clause. Alors, je l'ai sous les yeux. Hein. Quand j'ai regardé le TD, ça m'a fait tilt au début. Je me dis, tiens, c'est bizarre. C'est dans le code. Donc, je l'ai vérifié quand même. Et effectivement, c'est exactement les termes, mot pour mot, de l'article 1195 du Code civil, donc issu de l'ordonnance du 10 février 2016. Donc, ici, est-ce que les circonstances ont changé? Oui, les circonstances ont changé. Est-ce qu'elles étaient imprévisibles? Celui qui réussit à prévoir le cours des matières premières, tant mieux, parce qu'il va être très riche. Mais c'est impossible à prévoir. Qui sait dans 3 ans quel sera le prix du pétrole? Personne. D'accord. Donc ici, c'est un peu le cas, c'est un peu les mêmes circonstances. Donc on a des parties qui ne pouvaient pas évidemment prévoir le fait que la matière première allait augmenter. Le contrat ne fait pas du tout part que, éventuellement, Opticus, le fournisseur, avait accepté d'assumer le risque. Par conséquent, on va considérer que la société Opticus n'avait pas assumé le risque. Est-ce que l'exécution est excessivement onéreuse? Ben, oui, puisqu'elle n'arrive même plus à rentrer dans ses frais. Donc, c'est-à-dire qu'elle livre des lunettes et que clairement, ça lui coûte à elle des sous. Donc, on peut dire que les conditions sont réunies. D'accord. On peut dire que les conditions sont réunies et dans une copie, il faudrait vraiment expliquer que c'est un changement imprévisible, c'est une augmentation du cours du marché de la matière première, que effectivement l'exécution du contrat est excessivement onéreuse puisque Opticus ne gagne même plus d'argent, elle en perd même, d'accord, et que Opticus n'a a priori pas accepté d'assumer le risque d'une hausse de la matière première. Donc les conditions sont réunies. Maintenant, Opticus va pouvoir, comme les conditions sont réunies, Opticus va pouvoir opter pour l'une des possibilités. Donc, soit renégocier, enfin, dans tous les cas, je pense qu'en premier, il faut demander la renégociation du contrat à la société Top Optique, donc au client. Si cette renégociation n'aboutit pas, eh ben, les parties pourraient éventuellement convenir d'une résolution du contrat, c'est-à-dire on arrête là, d'accord. Ou les parties pourraient convenir de saisir le juge afin que lui procède à l'adaptation du contrat, c'est-à-dire à la modification des prix. Ou encore, si jamais aucun accord n'est trouvé entre les deux parties, la société Opticus va pouvoir saisir elle-même, seule, le juge pour lui demander soit une adaptation du contrat, soit une résiliation du contrat. Dans tous les cas, malgré tout, avant qu'une renégociation ou une saisie du juge aboutisse, la société Opticus devra continuer à exécuter le contrat, c'est-à-dire devra continuer à livrer au prix indiqué dans le contrat la société Top Optique. Voilà pour les données de ce cas. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Bon, tout va bien, donc pas de questions. Ok, on peut enchaîner. Ça marche, impeccable. Allons-y pour la situation suivante. Alors, une clause est insérée dans un condition, enfin dans un contrat, dans des conditions générales de vente. Alors, les conditions générales de vente, c'est les éléments contractuels qui vont pouvoir s'appliquer à tous les contrats et donc à tous les clients. Une clause indique qu'en application de la loi du 12 mai 1980 et par dérogation à l'article 1583 du Code civil, la propriété du matériel désigné dans le présent bon de commande ne sera transférée qu'après l'entier paiement du prix d'encaissement. La charge, c'est surtout la première partie
qui nous intéresse. Le client devra donc prendre toutes les assurances nécessaires pour la couverture. L'acheteur s'engage à faire figurer sur une ligne distincte de son bien le matériel dont le transfert de propriété est suspendu et veiller à ce que l'individualisation de ces matériels soit toujours possible. Alors, d'abord, comment s'appelle une telle clause? Alors, Majdoline nous propose une clause pénale. Claire nous propose une clause de réserve de propriété. D'autres propositions? Voilà, Majdoline s'est aperçue qu'elle s'était trompée. Alors, par contre, elle nous propose une clause limitative de propriété. Limitative de responsabilité. Ok. Alors, ici, on a affaire à une clause, comme le proposait Claire, à une clause de réserve de propriété. Alors, une clause de réserve de propriété, c'est texto, ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire que tant que le prix, l'entièreté du prix n'est pas payé, le transfert de propriété ne s'est pas exécuté. C'est-à-dire que le bien appartient toujours à l'entreprise qui l'a livré. C'est-à-dire que normalement, comme je vous l'avais expliqué quand on avait parlé de ces différentes clauses, normalement, le transfert de propriété, c'est-à-dire je suis propriétaire, hop, tu deviens propriétaire, se fait au moment de la livraison, quand on est dans un contrat de vente. Voilà, moi je suis aujourd'hui propriétaire de ce téléphone, je le vends. À partir du moment où je le donne à mon acheteur, il en devient le propriétaire. Il me doit toujours les sous, hein, peu importe, on verra ça après, mais légalement, il en devient le propriétaire. Le transfert de propriété s'est fait en même temps que la livraison. C'est ce qui se passe dans les ventes, dans les contrats de vente. Alors, pour m'assurer du bon paiement, et surtout pour m'assurer à un moment donné de pouvoir éventuellement récupérer le bien en cas de non-paiement de l'acheteur, je vais insérer une clause telle que celle-ci dans mon contrat, de façon à ce que si on a un litige quant au paiement, si l'acheteur ne paye pas le prix, je peux récupérer le bien. Par contre, lui, il est responsable du bien quand il en a pris possession. C'est-à-dire qu'il doit l'assurer, il doit s'assurer aussi qu'il n'y a pas de détérioration, qu'il n'y a pas de risque, et il doit veiller à ce que demain je puisse le récupérer sans problème. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'individualisation du matériel. L'individualisation du matériel. Donc ici, on avait affaire à une clause de réserve de propriété. L'intérêt de cette clause, c'est éventuellement de pouvoir récupérer le bien en cas de non-paiement. Alors que s'il n'y avait pas eu cette clause, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai livré le bien, la personne ne me paye pas. Ma seule possibilité, c'est d'avoir une action pour le paiement et non pas pour la récupération du bien. Puisque le transfert de propriété s'est opéré. Donc, ma seule possibilité que j'ai, si jamais il n'y a pas de paiement, c'est de forcer mon co-contractant à exécuter son obligation. Ici, c'est une obligation de paiement. Alors, qu'en est-il du cas suivant? Alors, ici, une société a fait figurer deux articles, donc deux clauses dans ses contrats. D'accord? Alors, cette société, la société Giulioni, est le fournisseur et elle approvisionne la société Sud Brico. Elle l'approvisionne en marchandises qu'on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Alors, il y a deux clauses, la clause à l'article 27 et la clause à l'article 28. L'une des clauses engage la société Giuliani à indemniser la société Sud Brico. L'autre clause impose à la société Sudbrico d'indemniser la société Giulioni. Alors la formulation de ces clauses est bien sûr différente. Il va falloir maintenant les qualifier.
d'accord, donner un nom à chacune de ces clauses. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux clauses? Alors, pour la première clause, l'article 27 dépend d'une clause limitative de responsabilité gratuite, d'une clause pénale. C'est très bien, mademoiselle. C'était exactement ça, d'accord? Donc, ici, la première clause, la clause 27, c'est une clause limitative de responsabilité. Quels sont les éléments qui me permettent de le dire, d'accord? Ici, au cas où il ne serait en mesure, en l'absence de faute lourde, de livrer les marchandises, il est expressément contenu que la société juive sera seulement tenue de verser une somme plafonnée. Voilà pourquoi on peut, parce qu'il y a cette histoire de plafond, il y a cette histoire aussi d'indemnisation, qui nous permet de nous diriger vers une clause limitative de responsabilité. Alors que la deuxième prévoit un forfait. On prévoit un forfait, et cette fois-ci, c'est l'entreprise Subbrico qui, en cas de défaillance, devra payer une somme forfaitaire de 1500 euros par jour de retard. Il faut bien se dire que généralement, les clauses pénales ont déjà prévu un forfait, alors que les clauses limitation de responsabilité, elles prévoient plutôt une limite maximum. C'est ce qu'on arrive à deviner ici dans les deux textes. Et bien souvent aussi, les clauses pénales sont des clauses où les montants sont relativement importants. Pourquoi? Parce que le but de la clause pénale, c'est aussi ce qu'on appelle un but comminatoire, c'est de forcer l'autre à bien exécuter ses obligations. Alors, présenter leur utilité, pour la première clause, ça permet à l'entreprise Giulioni de pouvoir limiter l'indemnisation qu'elle devra à la société Subbrico. Et pour la deuxième, ça permet de définir déjà un forfait qui évite aussi à un moment donné, non pas aller devant le juge, mais qui évite un long procès quant à l'évaluation d'un préjudice. Puisque le contrat, je vous rappelle qu'il a force obligatoire et que c'est la loi des parties. Donc à partir du moment où c'est indiqué dans le contrat, où ça n'est pas contraire à l'ordre public, ça n'est pas contraire à une loi, déjà, une loi ou un texte, une stipulation, une disposition légale en vigueur, à partir de là, le contrat s'applique de façon obligatoire. Donc imaginons qu'il y ait un litige entre les deux parties et que ce soit Subbrico qui soit à l'origine de ce litige, donc qui n'est pas exécuté, le juge va simplement appliquer la clause. Boum. Basta. Alors évidemment, il y a une toute petite quand même exception, mais il ne faut pas la retenir, pour vous c'est inutile. Il peut à un moment donné, si vraiment la clause était disproportionnée, l'augmenter ou l'abaisser. Alors, mais on ne va pas retenir ça, mais on va dire que voilà, ça permet d'appliquer, c'est tout, basta. Alors en janvier, la société Giulioni n'a pas pu livrer son client. Les articles 27 et 28 s'appliquent-ils à cette situation? Alors ici, c'est Giulioni qui est en tort. D'accord? C'est Giulioni qui n'a pas pu exécuter son obligation. Donc l'article 28, on l'écarte, puisque l'article 28 nous parle des défauts d'exécution par la société Subbrico, et non pas par la société Giulioni. Donc l'article 28 n'est pas applicable dans le cas présent, puisque ce n'est pas la société Subbrico qui n'a pas exécuté ses obligations, mais c'est la société Giulioni. Et donc c'est bien l'article 27 qui pourrait s'appliquer à la demande, bien sûr, de la société Subbrico. Et dans ce cas-là, eh ben, elle devra une indemnité au maximum plafonnée à 10% du contrat. Voilà pour la partie clause pénale et clause limitative de responsabilité. Étant entendu que l'article 27 est une clause limitative de responsabilité et l'article 28 est une clause pénale.
Alors, maintenant, concernant le cas suivant, le cas Sogé. On a ici une entreprise qui s'engage à livrer des boîtes aux lettres en 10 fois. D'accord. Il y a 4000 boîtes aux lettres à livrer, donc ils sont livrables en 10 échéances, ça veut dire en 10 fois. Hein, d'accord. Puisque l'enchanteur, qui est donc le client de la société Sogé, va lui commercialiser va lui commercialiser ses boîtes aux lettres. Par contre, le fournisseur, donc l'entreprise Sogé, n'a pas fait les 2 premières livraisons prévues au contrat. L'entreprise, le co-contractant, l'enchanteur, donc le client, décide de mettre fin au contrat. Donc, décide d'arrêter le contrat. Alors, l'enchanteur peut-il à bon droit mettre fin au contrat avec Sogé? Justifiez votre réponse. Alors, peuvent-ils légalement mettre fin au contrat peuvent-ils légalement mettre fin au contrat? Alors, ça nous rapporte ça aux 5 remèdes à l'inexécution contractuelle. Vous vous souvenez peut-être de ces 5 remèdes. On avait, en cas d'inexécution, si si une des parties n'exécute pas correctement, n'exécute pas du tout le contrat, n'exécute pas ses obligations, quelles sont les possibilités pour l'autre partie? C'est ça les remèdes à l'inexécution ou à la mauvaise exécution. Alors ces remèdes, il y en a 5. C'est l'exception d'inexécution, donc ça veut dire que moi-même, je ne vais pas opérer mon obligation. C'est la réduction du prix. C'est l'exécution forcée en nature, donc je vais forcer par la force publique l'autre à exécuter. C'est la demande de dommages et intérêts, et c'est la résolution. Donc ici, effectivement, au titre, alors c'est l'article 1217 du Code civil, hein, mais au titre des remèdes à l'inexécution contractuelle, parce qu'il est établi que l'entreprise Sogé n'a pas effectué les 2 premières livraisons, donc on est bien dans le cas d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution, l'entreprise, l'enchanteur, a le droit de mettre fin au contrat. Ça, c'était notre première réponse. Maintenant, attention, il y a une procédure quand même. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Quelle procédure doit-il appliquer pour mettre fin au contrat? Alors, il y a plusieurs procédures, il y en a 3 exactement. Il y a une procédure judiciaire, donc c'est ce qu'on appelle la résolution judiciaire. Il y a une procédure conventionnelle en application d'une clause du contrat, ou une procédure, on va dire, qu'on va qualifier de personnelle. Bon, prenons en compte les 3 choses, les 3 procédures, et expliquons-les. Pour la procédure judiciaire, eh bien, il faudra saisir le juge. D'accord. Il faudra saisir le juge et faire une demande auprès du juge, une demande de résiliation du contrat pour une exécution. Ça, c'est la procédure judiciaire. C'est la résolution judiciaire qui est tout à fait possible dans tous les cas. Deuxième possibilité, la résolution conventionnelle ou entre guillemets contractuelle. Ça veut dire que dans le contrat, s'il y a une clause qui précise qu'en cas d'inexécution, la partie lésée peut résilier le contrat, en application de cette clause, on va pouvoir résilier le contrat. C'est la résolution conventionnelle. Et troisième résolution, on l'appelle aussi au risque et au péril du créancier, c'est-à-dire que moi-même, effectivement, je peux dire, voilà, on arrête. Je ne suis pas passé devant le juge et il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas non plus de clause contractuelle qui me permette. Mais parce que c'est un des remèdes à l'inexécution, j'ai le droit de dire moi-même, on arrête. Alors, on va un petit peu plus aller un petit peu plus loin sur cette partie, puisque a priori c'est celle qui nous concerne. Malgré tout, il y a quand même une procédure à respecter. Il faut d'abord envoyer un recommandé, une mise en demeure. D'accord. Il faut envoyer une mise en demeure à la partie qui ne s'est pas exécutée ou qui s'est mal exécutée pour l'informer. Il faut lui dire voilà, vous deviez me livrer. D'accord. Y a-t-il un gros problème? Mais je constate que vous n'avez pas exécuté vos obligations. Alors, généralement, ce type de mise en demeure va aussi obliger et va indiquer à l'autre partie qu'il a 8 jours pour s'exécuter, par exemple. Et qu'à défaut, on lui enverra une résiliation du contrat ou une résolution du contrat.
Donc, ne pas oublier la mise en demeure préalable, obligatoire. Maintenant, voilà le type de résolution et surtout la procédure que l'enchanteur pouvait entrevoir. Quels sont les effets de cette décision? Les effets de cette décision, c'est que le contrat est arrêté, c'est tout, basta. Si effectivement la résolution est valable, le contrat est tout simplement stoppé. Donc il y a arrêt de l'obligation d'exécution des obligations de chaque partie, et puis on verra pour la suite après. Malgré tout, il faut bien savoir aussi que si l'enchanteur avait pris cette décision alors qu'il n'y avait pas lieu de le prendre, puisque malgré tout, la résolution unilatérale, il faut que les faits soient graves. Alors ici, les faits sont graves, effectivement. Mais je n'ai pas le droit, par exemple, de rompre un contrat parce qu'il y a 2 jours de retard sur une livraison qui doit se faire tous les mois, par exemple. Imaginons qu'ici, l'entreprise Sogé doive livrer une fois par mois, le 15 du mois, donc les 400 boîtes aux lettres, puisqu'il y a 4000 boîtes aux lettres à livrer en 10 fois, et que sur le deuxième ou le troisième mois, au lieu de livrer le 15, elle livre le 17, effectivement, il y a une mauvaise exécution contractuelle. Mais est-ce qu'elle est hyper grave? Non. D'accord. Donc, entamer une procédure de résolution euh, pour ça, on n'ira pas très loin. Hein. Et au pire, celui qui a entamé la procédure pourrait se voir condamné pour une résolution abusive. Mais par contre, ici, comme les 2 premières échéances n'ont pas été honorées, c'est-à-dire que les 2 premières livraisons n'ont pas eu lieu, effectivement, là, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup plus grave, qui justifierait la mise en œuvre d'une résolution unilatérale. Mais bien sûr, en ayant respecté avant tout la mise en demeure. S'agit-il d'une résolution? Bah oui, il s'agit d'une résolution, la résolution unilatérale. Alors peut-être, elle me paraît un peu bizarre cette dernière question, justifiez votre réponse. Bah, le contrat prend fin. Alors c'est pas une nullité, d'accord? Attention, c'est pas une nullité. La nullité ne peut être prononcée que en cas de défaut des conditions qu'on connaît, d'accord? Ici, il s'agit bien d'une résolution contractuelle, tout simplement. Alors résolution, résiliation sont les mêmes termes. Juridiquement, il n'y a pas de différence. Par contre, nullité, résolution, là, il y a une différence. Allons-y pour la suite. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Surtout, n'hésitez pas. Hein. Cas suivant. Check, check, check. Alors, Perrine a conclu un contrat avec la société Vitaneuf Frères pour la réfection de son magasin durant ses congés. Il était prévu au contrat que les travaux, s'élevant sur le devis à 7 450 euros TTC, interviendraient pendant les 2 semaines d'absence pour congé de Perrine. C'est Pierrine. À son retour, cette dernière a la surprise de retrouver les locaux en travaux. Elle se trouve par conséquent dans l'impossibilité de rouvrir son magasin comme prévu. Pierrine contacte la société qui lui répond qu'elle a pris du retard parce qu'elle a une trop grande charge de travail. N'ayant pu obtenir l'assurance d'une date ferme de fin de chantier, Perrine s'interroge et vous demande de l'éclairer. Alors, indiqué pour obtenir l'exécution, donc ici, clairement, on est en matière contractuelle. On peut déjà définir ce qui n'est pas qu'un contrat a été conclu entre Perrine et la société 8 à 9 pour la réfection de son magasin. Donc, on est en matière contractuelle. Ça, c'est plutôt bien en début de raisonnement de nous situer. Si on ne le fait pas, ce n'est pas très grave, d'accord, puisqu'on va résoudre le cas sur les fondements du contrat. Mais c'est bien quand même de dire que voilà, ici, c'est sur la matière contractuelle qu'on va résoudre. On a une inexécution contractuelle, d'accord, l'inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle, puisque les travaux devaient être finis pour le retour de Perrine. A priori, ça figurait même au contrat, puisque il était prévu que les travaux durent 2 semaines. Donc c'est quand même un élément contractuel important. Et il se trouve qu'il y a une inexécution ou une exécution imparfaite puisque les travaux ne sont pas finis. Là, on vient de déterminer la faute.
Quelles sont les possibilités? On va revenir sur nos 5 remèdes. D'accord? Quelles sont les possibilités? On va les passer en revue, puis on va voir ceux qui sont intéressants, puisqu'on nous dit, voilà, quelles sont les procédures qui peuvent être mobilisées, soit pour obtenir l'exécution, soit pour obtenir la réparation du préjudice. On ne parle pas d'autre chose. Soit pour obtenir l'exécution ou la réparation du préjudice. En général, il faut faire attention, il faut bien faire attention aux questions. Il faut répondre à la question, ne pas aller ailleurs que sur la question, puisque les 5 remèdes, je vous les répète, c'est exception d'inexécution, c'est-à-dire que Perrine pourrait ne pas payer le prix. Est-ce que c'est pour ça que les gars ils vont faire le boulot? Non. Donc ça ne va pas nous permettre d'obtenir l'exécution. Réduction du prix. Obtenir une réduction du prix. Est-ce que ça va faire avancer les travaux? Non. Et de toute façon, ce n'est pas ça qu'on cherche. Ensuite, résolution du contrat. Est-ce qu'on va obtenir l'exécution? Non. Par contre, il nous reste 2 choses sur lesquelles il va falloir se pencher. L'exécution en nature, d'accord? L'exécution forcée en nature. Ça, c'est intéressant pour nous. Et l'allocation de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice. C'était le 5e remède. Ces 2 remèdes, on va les retenir. Donc effectivement, et on va les détailler, Perrine peut saisir un juge. D'accord. Alors il y a des procédures accélérées. Alors, bien sûr, on est dans des cas fictifs. D'accord. Parce que saisir un juge aujourd'hui, par exemple, pour obtenir l'exécution forcée, c'est-à-dire pour qu'un huissier vienne et dise à l'entreprise, monsieur, vous êtes obligé d'aller faire les travaux tout de suite. Tant que vous saisissiez le juge, que vous passiez en jugement, il s'est passé 6 mois. Hein, d'accord. Donc, par contre, il existe quand même des procédures accélérées où on peut obtenir un jugement, qu'on appelle un jugement provisoire, qu'on appelle des procédures en référé, qui permettent sous une semaine d'avoir un jugement. D'accord. Donc ici, alors ça, c'est pas du tout à votre programme. Hein. Nous, on reste dans les éléments purement théoriques ici de notre cas. Perrine pourra saisir le juge pour obtenir l'exécution forcée des travaux, c'est-à-dire que le juge obligera l'entreprise à exécuter les travaux. Et, deuxième possibilité, toujours dans l'exécution forcée, si jamais l'entreprise ne pouvait pas faire les travaux, on pourrait demander à une autre entreprise de faire venir les travaux et qu'elle envoie directement la facture à l'entreprise Vitaneuf. Donc c'est exécution forcée par l'entreprise, ou si vraiment il y a impossibilité, on le fait faire par quelqu'un d'autre et ils se débrouillent entre eux. Voilà la solution qui permettrait d'obtenir l'exécution. Maintenant, deuxième possibilité, obtenir la réparation de ce préjudice qui est cumulatif, qui peut être cumulé avec l'exécution forcée. C'est-à-dire qu'il va falloir engager la responsabilité contractuelle ici de Vitaneuf, bien sûr en alléguant d'une faute. La faute, elle est claire, nette, précise, c'est un retard d'exécution des travaux. D'un préjudice, le préjudice il peut être établi par par la perte du chiffre d'affaires parce que le magasin va rester fermé. Et d'un lien de causalité, il se déduit de la faute, puisque si effectivement Vitaneuf avait réalisé les travaux en temps et en heure, Perrine n'aurait pas eu de perte de chiffre d'affaires. Ça nous permet d'engager la responsabilité contractuelle. Là, vous avez 99,99% des points. Il restait juste un petit élément qui faisait que vous auriez eu 100%, même 110%, vous auriez peut-être eu le point bonus, c'est d'éventuellement traiter des conditions d'exonération de la société. Est-ce que la société peut s'exonérer de sa faute? On connaît les possibilités. La force majeure, d'accord, ou la faute de la victime, ou la faute d'un tiers. Bon, il n'y a pas de tiers ici en question, et je ne vois pas en quoi Perrine aurait fait une faute qui aurait participé à son propre dommage. Reste, malgré tout, peut-être à évoquer le fait de la force majeure, parce que vous voyez qu'ici, on vous indique que Vitaneuf se justifie de par la trop grande charge de travail. Est-ce que c'est un cas de force majeure? Et puis, comme vous êtes très fort, vous connaissez les trois éléments, les 3 conditions de la force majeure, c'est-à-dire l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. D'accord. Alors, est-ce que c'est un fait extérieur? Ben non, c'est carrément eux qui sont en tort. La charge de travail, bon, allez, imaginons, ils ont eu beaucoup de commandes, mais c'est eux qui gèrent leurs commandes quand même. Est-ce que c'est imprévisible? Allez, peut-être,
Est-ce que c'est irrésistible? Ben non, on peut toujours prendre de la main-d'œuvre supplémentaire. Effectivement, donc ce n'est pas un cas de force majeure. Quand le fait qu'il y ait une trop grande charge de travail, ce n'est pas un cas de force majeure, mais il faut le justifier. On peut pas, vous ne pouvez pas arriver dans une copie, vous ne prendrez que 25% des points si vous dites ici, il n'y a pas de cas de force majeure. Oui, mais pourquoi? Parce que l'arrivée d'une trop grande charge de travail n'a pas les critères de l'extériorité, de l'imprévisibilité et de l'irrésistibilité. D'accord? Alors, sur la question suivante, les travaux ont finalement été terminés. Néanmoins, les locaux rénovés comportent des malfaçons. Que peut faire Perrine? Eh ben, là encore, une fois, engager la responsabilité civile contractuelle pardon, de l'entreprise. On repartirait sur les mêmes choses. Hein. Y a-t-il un préjudice? Ben, on ne connaît pas la nature des malfaçons, mais on peut imaginer qu'il y a un préjudice quand même, parce que quand vous faites des travaux et qu'il y a des problèmes dans les travaux, ben, il va peut-être falloir refaire les travaux. D'accord? Donc effectivement, on peut facilement déterminer le préjudice et le lien de causalité. Ici, ben, elle peut obtenir des dommages et intérêts euh, de la part de la société, tout simplement. D'accord. Des questions par rapport à ce cas? Ben, c'est super, on est en temps et en heure. Yes, depuis. Donc, nous avons terminé ce TD. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, eh ben, c'est merveilleux puisqu'on est pile poil à l'heure. Alors, demain on se voit. On continuera. Demain on se voit, oui. C'est vous qui vous avez un cours d'avance en fait sur les autres. C'est ça mon problème. Demain on se voit. Alors demain on va faire ça un peu plus ludique. On fera des petits jeux autour de enfin, des petits quiz, etc. Le prochain kiné est à faire pour la semaine pro. Oui, il est déjà dans votre net campus. D'accord. Donc je vous ai mis la date. Je ne sais pas si vous êtes, c'est soit lundi ou mardi. Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai mis la semaine prochaine. D'accord. Notre premier cours la semaine prochaine, ça sera donc sur l'évaluation des stocks. Et je vous demande donc mardi. Donc je vous demande donc de préparer le TD. D'accord. Pour mardi, on corrigera le TD sur l'évaluation des stocks. Voilà. Et demain, on travaillera encore sur cette problématique du contrat, d'accord? Mais on le fera à travers des petits quiz, des petites questions-réponses, puisque vous avez un cours d'avance par rapport aux autres. Donc c'est ça qui m'embête. Est-ce qu'on est bon? On est tout bon? Ça marche? Pas de questions? Et pour le TD, est-ce qu'on doit vous l'envoyer par email? Alors, je répète pour la xème fois, non, vous ne devez pas m'envoyer les TD. Vous devez m'en envoyer deux sur le semestre. D'accord? Et tout le monde m'en a envoyé, j'en ai encore plein à corriger. D'accord? Mais vous choisissez le TD. Si vous vous sentez à l'aise sur les stocks et que vous décidez que vous avez plutôt bien compris le cours, ben vous m'envoyez votre TD. Ça fait partie des deux TD que vous devez me rendre sur le semestre, pardon. Mais vous avez jusqu'au mois de février pour me rendre au moins deux TD. Alors, si vous m'en avez déjà rendu un, eh ben, vous n'avez plus qu'un à me rendre. Euh, mais si vous voulez me l'envoyer, il n'y a pas de souci, vous me l'envoyez. Hein. Mais plus j'en reçois, plus c'est long à corriger. Ils seront tous corrigés, je vous promets, je vous l'ai promis. Mais il faut un petit peu de temps, évidemment. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se quitter là et puis on se dit à demain pour la suite des événements. Ciao à tous.